Permettez-moi de commencer par présenter nos intervenants de cette seconde table ronde. Cette table ronde a vocation à aborder les perspectives. Euh, Encore une fois, le même principe, tous les groupes sont représentés. Nous avons donc Hubert Géraud qui est avec nous. Hubert Géraud, vous êtes expert du WWF Nouvelle-Calédonie et vous êtes toujours pilote du groupe 1 sur la question de la responsabilité sociétale et environnementale sur les bonnes pratiques et le benchmark international. Bonjour Hubert. Dominique Bonjour Lefebvre, Jean-Marc. je vous ai déjà présenté, voilà, vous êtes encore avec nous pour cette seconde partie, toujours pilote du groupe sur le guichet unique, et vous êtes toujours évidemment ancien président de la commission de développement économique et de la fiscalité au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Dominique. Bonjour. Sébastien Lafargue, vous êtes également resté avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Vous êtes pilote du groupe sur l'optimisation des ressources et des réserves, et vous êtes directeur de la SMT, Société des mines de la Tontouta, et mandaté par le CIM, le syndicat des industries minières. Bonjour. Pascal Velasco, vous êtes également présent sur cette seconde table. Vous êtes dans le groupe du développement des compétences et vous êtes directeur adjoint pardon, de la formation. Voilà, directeur adjoint, pardon, en charge de la formation au GIEC. Michael Jamet nous a également rejoint. Petit problème avec le fond, Michael Jamet, c'est en train de vous brouiller. Ça m'a fait ça la semaine dernière, vous inquiétez pas, c'est pas un fantôme, c'est vraiment Michael Jamet. C'est le directeur des services fiscaux et vous êtes pilote sur la question du fonds pour les générations futures. Et enfin, Vincent Ménard, vous êtes membre du bureau de la CCI-NC, donc la Chambre de commerce et de l'industrie, et vous êtes pilote du groupe sur les retombées économiques. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Mickaël, on vous voit très bien. Alors, pardon encore une fois pour ceux qui nous regardent sur Facebook, Rabiel KPP nous a dit beaucoup de choses. J'ai envie de commencer peut-être sur ce qui fait peut-être accord, et je me retourne un petit peu vers vous, Mickaël. Euh, Quand tout à l'heure, Rabiel Capapé a la question de qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon fond, parmi ses réponses, il nous explique qu'il faut commencer déjà par avoir un socle commun de connaissances et partager une vision. Est-ce que sur la question du fond, euh, alors j'ai envie de vous dire, on a déjà compris qu'on ne partageait pas la même vision parce que les attentes sont différentes, mais est-ce que la démarche Nickel NC contribue à créer ce socle commun de connaissances ou pas? Est-ce que vous retrouvez finalement dans ces postes-là? Alors, Michael Jamais, vous n'avez pas enlevé votre sourdine, il faut allumer votre micro. Moi, j'ai fait la même tout à l'heure. Voilà, super. Allez. Effectivement, bonjour. Effectivement, l'analyse de M. Capapé est tout à fait pertinente. Euh, les travaux qui ont été menés dans le cadre des assises là, vont effectivement, à mon sens, permettre de poser les bases d'une réflexion à mener à plus long terme. S'agissant du fond en particulier, M. Capapé l'a rappelé, mais également Antonin Minzin tout à l'heure, euh, il faut vraiment un consensus politique, c'est une volonté pays. À partir du moment où il y aura ce consensus qui aura été trouvé, par les politiques, mais également par la population, parce qu'il faut effectivement une acceptation, on va dire, totale, et par les acteurs du secteur, là, on pourra commencer à travailler sur la création d'un fonds. Et commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire avec ce fonds. Est-ce que c'est un fonds à long terme pour les générations futures? Est-ce que c'est un fonds à plus court terme pour la diversification économique? Et de là, vont découler un certain nombre de questions et d'études à faire. Donc voilà, je ne sais pas voilà ce que je pense Oui. des travaux Alors, engagés pour l'instant. c'est intéressant parce qu'également tout à l'heure, Rabiat Capapé nous dit partager un ou des objectifs. Et l'exemple, alors je répète un petit peu pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter l'interview, mais il nous dit en gros, on peut très bien imaginer un fonds qui sert de régulation par rapport aux cours et aux fluctuations du prix du nickel pour être moins exposé finalement aux variations à la baisse et pouvoir faire un peu plus d'argent quand c'est à la hausse, mais également dans le même fonds avoir d'autres objectifs qui seraient ceux de pouvoir financer une diversification économique ou d'autres sujets. Donc voilà, ça fait partie des sujets, on y reviendra tout à l'heure. Un petit rappel quand même, parce que là on a une table ronde qui termine sur les perspectives. Pour ne rien vous cacher, les journalistes qui nous ont contactés la semaine dernière nous ont beaucoup posé la question, nous ont dit bon c'est bien, vous avez été nombreux à travailler, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant?
Donc, nous, il y a 3 sujets que j'aimerais qu'on aborde ce matin avec vous. Le premier, c'est ce socle commun de connaissances qui avait été appelé des vœux de Thierry Santa quand il avait effectivement initié la démarche. Il avait dit, est-ce qu'on est capable ensemble de travailler pour faire un petit peu connaissance, entre guillemets, sur ce sujet-là? Donc, je vais vous demander si oui ou non, aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir fait socle commun de connaissances. Ensuite, la question du nickel vert calédonien qui intéresse beaucoup de monde. Quelle perspective de valorisation? On a déjà abordé le sujet à plusieurs reprises, mais ça, c'est un vrai sujet de suite. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que tous ensemble, en interne à la Calédonie, comme dans l'ensemble du monde, on peut se différencier des 24 autres pays producteurs de nickel? Puis la dernière question, c'est la démarche elle-même. Vous avez été nombreux à nous dire souvent que c'était intéressant. Et donc la question de cette démarche-là, on a sans doute eu un moment utile et productif. Et encore une fois, je vous en remercie beaucoup. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue? Est-ce que ça se sépare en groupe? Voilà, donc on va aborder un petit peu tout ça. Sur la question du fonds pour les générations futures, on a parlé donc de vision. Je me retourne là de nouveau vers Pascal Velasco. Est-ce qu'aujourd'hui, en perspective, on peut espérer, en formation, partager une intention ou est-ce qu'il y a encore un travail à faire? Est-ce que c'est une perspective immédiate de Nickel LC de dire ok, aujourd'hui sur la formation on est d'accord, filière d'avenir, encore une fois, on nous parle beaucoup du CNRT, mine du futur, mutualisation des moyens, etc. Il y a un vrai sujet. Vous en pensez quoi? Effectivement, je pense qu'il faut même voir plus loin. D'ailleurs, c'est dans l'interview précédente, hein, effectivement, je trouve que c'est très intéressant ce qui a pu être dit, c'est qu'il faut même voir au-delà. Tout à l'heure, je parlais de 3, 5 ans, etc. Mais les générations futures, on sait que le nickel n'est pas une ressource inépuisable. Donc, c'est aussi anticiper là-dessus. Alors, est-ce que c'est aussi le fonds qui doit… Parce que la question de la formation et de développement des compétences, c'est comment et qui finance. Hein, c'est aussi ça, aujourd'hui, que l'on peut se poser. Hein, on l'a dit, ça a un coût, etc. Mais à quelle échéance, encore une nouvelle fois dans le temps? C'est un petit peu toujours la question, si vous me permettez, ça. C'est qu'en fait, on a toujours le sentiment qu'on est d'accord sur l'idée, puis après, c'est Oui. un petit peu savoir qui va contribuer et qui gouverne un peu, quoi. C'est pour ça que je le dis concrètement, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut le dire aussi. Hein, c'est assez important. Mais c'est vrai que ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir encore plus loin. Parce que c'est pareil, c'est comme une entreprise, la formation, si on n'a pas de perspective, si on n'a pas de gestion dans le temps, on n'est pas opérationnel. Et c'est ce qui est reproché par les entreprises, souvent en disant, oui, les organismes, ils sont pas réactifs, etc. Mais si on n'a pas de lisibilité avec les entreprises, c'est très compliqué. Ok, mais alors comment on fait? Parce que concrètement aujourd'hui en termes de vision, parce que c'est la question qui nous est posée, hein, Nickel, c'est aujourd'hui, vous êtes parmi les 20 pilotes, donc les principaux acteurs de ce dispositif, mais elle est posée à toute la communauté aujourd'hui. Concrètement, est-ce que, comment on fait pour essayer de partager une vision sur ce domaine-là? Alors, justement, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est vraiment une vraie gestion dans le temps. Ce n'est pas qu'une photo à un instant T, etc. Et c'est une vraie gestion. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une vraie gestion des besoins, c'est une anticipation, c'est aussi prévoir les financements, hein, comment on finance tout ça. C'est établir des coûts prévisionnels, et c'est vraiment un travail de fond. Et travailler dans le temps. Alors, pour ma part, enfin, le groupe, je pense qu'on était 3 à travailler là-dessus et on était unanime avec les informations qu'on a pu récolter. C'est vraiment un outil de secteur qui pourrait vraiment aider à un développement dans le temps. Tout à l'heure, vous parliez aussi un peu plus sur la démarche qui a été adoptée dans le recueil d'informations, dans les études, etc., les groupes. C'est aussi la connaissance entre nous de tous ces groupes-là. Tout à l'heure, j'entendais les formations, comment elles doivent se dérouler, etc. Je ne suis pas sûr que les professionnels sachent exactement aujourd'hui ce qui est disponible sur le territoire en matière de formation, ne serait-ce qu'à l'instant T. Et comment ça se fait? Voilà, comment ça se produit, comment on forme, etc. Alors on va y revenir effectivement sur cette question, parce que c'est quand même étonnant hein, d'arriver au terme d'un an de travail, d'avoir accumulé beaucoup d'études, hein, on a 30 ou 40 études différentes qui n'avaient jamais été centralisées avant Nickel NC, en fait. C'est quand même mais aujourd'hui ça existe, donc qu'est-ce qu'on fera de ça? C'est une des questions qui est abordée. Hubert Géraud, je me retourne vers vous parce que quand on parle de partager une même vision, Rabiel Capapé il nous dit faut regarder à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est même pas nos enfants, c'est nos petits-enfants et leurs enfants. Vous entendez quoi par rapport à ça? Et je rappelle que vous êtes l'un des pilotes du groupe sur la RSE, donc la durabilité.
C'est un sujet. Javier Capapé a parlé d'équité générationnelle et en effet, quand on parle de développement durable, on parle souvent du tiers manquant, c'est-à-dire c'est l'interlocuteur qui n'est pas autour de la table, c'est la génération à venir et celles qui vont venir. Et donc, toute notre réflexion, à un moment, c'est pour ça que c'est intéressant qu'elle se passe, on va dire, hors cadre politique, on va dire, sans pression politique, pour faire avancer le sujet entre les parties prenantes, parce qu'elle doit largement dépasser le mandat politique pour s'inscrire sur du temps long. Donc, j'ai entendu ce matin les questions de contraintes sur de la grande réactivité du secteur à des évolutions de cours qui font qu'un jour on se réveille et on gagne de l'argent, le lendemain on en perd. Mais en même temps, on ne peut pas cloisonner la discussion sur le seul secteur du nickel et notre réflexion, elle doit aussi s'intégrer en interface avec l'ensemble de la vision de développement du territoire. Rappelons-nous un petit peu que quand le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie a été réalisé, eh bien, il avait été devancé par quel schéma? Par celui du minier. C'était un signe, à nos yeux, qu'on avait déconnecté, on a travaillé en silo, et aujourd'hui, on se retrouve un peu piégé. Et le nickel se réfléchit un peu seul dans son coin, alors qu'il doit être repensé en perméabilité intersectorielle et intergénérationnelle et intersectorielle. C'est peut-être deux aspects importants à souligner. Alors justement, ça fait écho à un sujet qui a été abordé tout à l'heure, c'est la question du socle commun de connaissances. Ça revient encore, hein, à chaque fois, je pense que si c'est bien une conclusion qu'on pourra avoir dans nos travaux. Alors à la fois Arabelle Capapé, mais la semaine dernière et ce matin, dans les 3 tables rondes qui nous ont précédés, tout le monde dit qu'il faut un socle commun de connaissances. Première condition posée par M. Capapé sur la question du fond, c'est nécessaire de partager un socle commun de connaissances. Donc j'ai envie de mettre ça en relief avec le propos de Vincent Mardel, directeur du bureau de recherche géologique et minière BRGM la semaine dernière, qui disait « Faire un travail de communication pour partager l'information, le débat ne sera éclairé que lorsqu'on aura la même compréhension des termes. » On sait qu'on n'a pas la même définition, on sait que beaucoup de débats naissent sur des mauvaises bases. Nous, Nickel NC, et là je me permets de dire nous, communauté Nickel NC, que sommes-nous en mesure de proposer dans chacun de nos groupes pour pouvoir faire un peu bien commun de ces définitions, sans aller plus loin que ça, de dire voilà, quand on parle de RSE, on parle de ça, quand on parle de réserve, on parle de ça. Comment vous voyez les choses? Bon, peut-être Dominique Lefebvre, peut-être, parce que la question du guichet, sans doute, sera peut-être un élément de réponse, je ne sais pas, est-ce que vous avez des idées là-dessus à nous partager, de suite? Excusez-moi, mon micro n'était pas branché. Oui, nous, encore une fois, il faut avoir beaucoup d'ambition pour ce guichet unique. Hein. Il peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas uniquement le dépôt de documents administratifs. Alors, ce qui ressort de chez nous, c'est qu'on commence à avoir de la donnée, mais le problème de la DIMAC, je crois que le problème de fond, je voulais aborder ça et j'en profite pour l'aborder, c'est il faut que vraiment la Calédonie et les politiques aient une politique nickel. Si on n'a pas de politique nickel, comment ? Qu'est-ce que vous entendez par politique nickel? En fait, aujourd'hui, tout le monde dit que le nickel est important en Calédonie, mais personne ne lui donne les moyens. Et pourquoi le guichet unique n'est pas aujourd'hui en place, et on l'a bien senti dans les propos de la DIMAC qu'on a interrogé, qui faisait partie de notre groupe de travail, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, est-ce qu'on va donner enfin les moyens au nickel pour qu'enfin on puisse avoir toutes ces études et toute cette donnée? Alors, ils nous ont dit clairement qu'il leur fallait des hommes dans l'environnement, des hommes en RSE, etc. Donc, eux, ils sont à la recherche de moyens humains, donc ils ont besoin d'argent pour financer tout ça. Alors, est-ce que les autres directions vont leur donner les hommes? Non, parce qu'on est en restriction de budget. Alors, aujourd'hui, il faut que les politiques prennent la décision de dire « Ok, le nickel, c'est important en Calédonie, donc on va donner des moyens. » Ou à ce moment-là, puisque là, maintenant, on est dans la simplification administrative et puis ça résout pas mal de problèmes. On confie tout un tas d'études à des cabinets indépendants, totalement indépendants, avec une obligation de résultat. On leur dit, pour étudier ce projet, vous avez 3 mois. Et au moins, comme ça, la DIMAC fait la synthèse et au bout de 4 mois, le mineur a sa réponse.
Et ça, je pense, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des dossiers qui traînent depuis plus d'un an parce qu'il y a des lenteurs administratives, il y en a qui ne répondent pas, la personne qui s'occupe du dossier dans telle administration est partie en congé payé, machin, etc. Enfin, et on a des lenteurs constantes et peut-être que c'est la solution. On externalise tout et puis au moins comme ça, la DIMAC vraiment fait son job de recenser tout. Et puis, ben, ça coûtera moins cher certainement que d'engager encore des fonctionnaires, peut-être. Je ne sais pas, hein, c'est une question que je pose. Mais au moins, on aura un résultat et on aura la donnée qu'on attend. Ok, intéressant. Bon, deux pistes qui sont avancées. Vincent Ménard, j'ai envie de me retourner vers vous. Le travail réalisé par votre groupe, sous notamment l'impulsion de l'ISE, on a vu Olivier Fagnot la semaine dernière, a commencé par redéfinir les termes. Vous avez commencé par dire, mais finalement, de quoi parle-t-on? Je me souviens au démarrage du travail avec votre groupe, la question de la référence à la richesse produite, donc au PIB, avait été beaucoup discutée. Concrètement, aujourd'hui, en perspective, pour ce socle commun de connaissances, comment vous pensez pouvoir faire œuvre utile sur le sujet des retombées économiques des activités minières et métallurgiques? Bonjour, oui. Donc, juste déjà une petite précision, je suis conseiller technique à la CCI et non membre du bureau. C'est voilà, une Ah, petite pardon. précision mais importante sur les questions de nickel et énergie renouvelable en particulier. Donc, effectivement, l'étude de l'ISE a été très intéressante. Elle a confirmé à peu de choses près une précédente étude faite en 2012, disant qu'il y a à peu près une vingtaine de pourcents de l'emploi du privé qui était dédié au nickel. Donc, après, il manquait quand même certaines choses dans cette étude. C'est normal, elle a été faite relativement rapidement. Donc, par exemple, n'avait pas été pris en compte l'impact sur le secteur public qui est important. Donc ça fait partie un petit peu des définitions. Quand on parle de définition, partir sur un socle commun, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu des incompréhensions des fois quand on disait voilà, il y a tant de personnes, 15 000 personnes qui travaillent dans le secteur du nickel. Oui, mais attention, il faut bien savoir de quelle base on parle. Là, on parlait dans le secteur privé uniquement, que c'était hors le secteur public, hors les emplois indirects, etc., de troisième rang, etc. Donc là, il faut bien préciser ces choses-là. Il faut aller au bout de cette étude pour bien mettre en perspective l'impact du nickel. Et là, vous parliez notamment de l'impact sur le PIB. Là, effectivement, on entend beaucoup que cet impact est d'à peu près de 5-6%, etc. Il faut quand même bien se rappeler, c'est que cet impact, il dépend notamment du cours du LME. Ces derniers temps, malheureusement, il a été relativement bas, il est en train de remonter. Alors, juste, pardon pour préciser, donc le cours du LME, c'est le London Metal Exchange, c'est le prix de référence auquel on vend le nickel, et puis il y a tout un pourcentage après. C'est juste pour préciser qu'on soit ensemble. Ouais, exactement. Donc, le cours du nickel. Donc, le cours du nickel a été, il y a à peu près une dizaine d'années, quand même beaucoup plus haut, ce qui fait que l'impact du nickel sur le PIB était à ce moment-là beaucoup plus important. Là, on espère qu'il est en train de remonter, on espère qu'il va continuer à remonter et donc qu'il devrait avoir un impact beaucoup plus important. Donc voilà, ça fait partie des termes qu'il faut bien qu'il faut bien comprendre. Quand on dit 5% du PIB, ça reste beaucoup dans la tête des gens. C'est un moment où l'industrie du nickel a été extrêmement déprimée. Donc oui, quasiment dans le pire des moments, c'était 5%. Mais ça devrait remonter et ça a été bien meilleur à un moment. Est-ce qu'il y a un devoir d'information concernant les données en matière de nickel? Peut-être, Hubert Géraud, sur la question de la RSE, c'est un vrai sujet apparemment, la méconnaissance complète des pratiques les uns entre les autres, des fois à quelques kilomètres seulement. Est-ce qu'il y a un devoir d'information et comment faire en fait? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques par rapport à ça? On a, en tout cas, dans le cadre de notre groupe de travail sur la RSE, c'est quelque chose qui est régulièrement remonté par les parties prenantes. C'est cette question de besoin de transparence de la part du secteur minier, de la part de l'administration. Et donc, si on veut construire un socle commun, alors là, on parle un socle commun déjà de connaissances avant de parler d'action. Je crois que c'est important de travailler à cette dimension-là parce qu'en dépend l'acceptabilité sociale, pas seulement
pour les gens qui sont à proximité, par exemple, d'un site minier, mais l'acceptabilité sociale globale des Calédoniens sur ce secteur, qui a sa place, bien sûr, historique, mais également d'avenir en Calédonie, mais qui doit être repensé aussi en intégrant dans ce socle de connaissances ces enjeux aussi de conservation. Je rappelle juste une chose, on est sur un hotspot de biodiversité mondiale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chance de ce côté-là, c'est-à-dire que le minerai se trouve sous des écosystèmes uniques au monde, avec des niveaux de diversité qui sont exceptionnels. Et quand on regarde ce tiers ultramafique de la Grande Terre, où l'activité s'est déroulée et où elle se projette, on a perdu 90% des forêts humides recouvrant ce tiers ultramafique. Donc en termes de RSE, et donc de visibilité pour l'opinion publique, et donc de transparence, il est important de comprendre quelle vision, alors il n'y en a peut-être pas encore justement, et c'est peut-être pour ça qu'on est tous réunis, quelle vision politique on construit sur le développement de l'activité, mais aussi sur l'ambition de préserver le capital naturel renouvelable, tant qu'il n'est pas détruit, à savoir la biodiversité et l'eau. Alors, c'est intéressant parce que là, on est vraiment sur un des sujets. Je fais un parallèle avec ce que disait Xavier Gravela dans la table ronde précédente, qui soulignait le fait que finalement, à partir du moment où on bouge de la ressource et donc effectivement on touche à la surface, autant aller jusqu'au bout pour le valoriser du mieux possible, pour reconstituer ce qui peut l'être. C'est un vrai sujet, on y reviendra un petit peu plus tard. Deux questions qui me taraudent. Je vais commencer par une question peut-être un peu plus simple. On a 25 pays producteurs de nickel dans le monde. La Nouvelle-Calédonie, elle est régulièrement citée dans le top 5, 6, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, dépendamment de quoi on parle, de minerais, de nickel transformé. Comment différencier le nickel calédonien dans vos groupes de travail respectifs? C'est-à-dire concrètement, quels sont les leviers de performance, pour le dire avec un vilain mot, pour arriver à faire en sorte que le nickel calédonien soit plus intéressant que les autres? Peut-être Sébastien Lafargue sur la question d'optimisation ressources et réserves. Est-ce que dans votre domaine, c'est un sujet que vous avez pu discuter dans votre groupe? Alors nous, on l'a discuté par rapport au terme d'optimisation, c'est-à-dire optimiser les ressources. Nous, on l'a pris au niveau à la fois des ressources minérales, comment on allait optimiser les ressources en minerais de nickel dont on dispose, mais aussi par rapport aux ressources naturelles qu'il peut y avoir. Donc, on a parlé de biodiversité, ça peut être aussi des terres cultivables, ça peut être aussi des lieux tabous, des lieux qui ont une importance culturelle, ça peut être aussi des lieux qui ont une importance en termes de valeurs touristiques ou de paysages qu'on n'a pas envie forcément de voir détruire ou modifier, en tout cas par une mine. Se pose la question de quelle valeur on accorde aux différentes choses. Est-ce que la biodiversité, comme M. Géraud en parlait tout à l'heure, est une valeur absolue sur laquelle on ne peut rien faire ou pas? C'est une vraie question. C'est une question à laquelle il faut répondre. Et je dirais le nickel aujourd'hui, c'est en Nouvelle-Calédonie, est très lié aussi à l'avenir institutionnel de la Calédonie, etc. L'initiative de Nickel NC par M. Santa est très intéressante parce que ça permet de mettre ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement important pour la Calédonie, au centre du débat de la société civile aussi, et pas simplement au niveau des politiques. J'ai envie de dire, le nickel est un sujet trop sérieux pour le laisser aux seules mains des politiques. Et c'est intéressant que la société civile puisse aussi s'en emparer et puisse aussi y travailler. C'est important d'avoir une vision pour le futur. Quelle place on veut donner au nickel en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que ça doit participer à l'économie du territoire ou pas? Est-ce qu'il faut privilégier autre chose? Est-ce qu'on veut axer le développement du territoire sur autre chose? Et c'est intéressant d'avoir une vision sur le nickel vert, qui est effectivement sans doute quelque chose d'avenir. Et il faut maintenant travailler sur comment on arrive à atteindre cette vision-là, par quoi ça passe et comment on facilite les choses pour y aller. Alors,
Sur le nickel vert, hein, effectivement, la semaine dernière, on a parlé de la place du nickel calédonien dans le monde. Vincent Ménard, je vous ai vu, hein, je vous donne la parole juste après. Et la question, c'est qu'en ce moment, il y a d'autres pays producteurs, la Chine pour ne pas les citer, qui se positionnent avec des moyens qui ne sont pas ceux de la Nouvelle-Calédonie sur, entre guillemets, la verdisation de leur industrie. Et c'était un des sujets de savoir si oui ou non, on était capable non seulement de le faire, de montrer ce qui est fait, et puis de le faire valoir sur l'ensemble des marchés internationaux. Dans les perspectives, il y a la partie internationale, hein, qu'on va devoir aborder. Vincent Ménard, vous vouliez intervenir sur ce sujet. Oui, alors effectivement, il est important de se différencier de la concurrence, parce que produire du nickel, c'est bien, mais il faut le faire mieux que les autres pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Déjà, on a la chance d'avoir quand même des avantages naturels qui sont quand même assez importants. On a une teneur en minerai qui est quand même très élevée. On a une structure, j'allais dire industrielle en Calédonie qui est quand même importante, avec des acteurs miniers qui sont quand même bien développés, avec des petits mineurs qui travaillent bien depuis longtemps. On a quand même fait tout un tas d'efforts et pris tout un tas de mesures pour pouvoir produire ce nickel de façon environnementalement, j'allais dire acceptable, en tout cas bien plus acceptable que bien d'autres pays. Donc on part déjà quand même avec une position qui est quand même bonne. Maintenant, ce qu'il faut évidemment, c'est appuyer sur l'accélérateur, c'est capitaliser dessus et augmenter, j'allais dire, notre différence. Effectivement, la Chine aussi fait tout un tas d'efforts. Donc, il y a différentes façons de sortir un peu plus notre épingle du jeu. Une fois plus, déjà, sur la quantité, on extrait déjà pas mal de nickel, à peu près 200-250 000 tonnes de nickel contenu, 250 000 tonnes pardon, de nickel contenu par an. On pourrait faire beaucoup plus. Mais en tout cas, je pense que ce serait une bonne chose de le faire. Donc déjà, ça nous permettrait d'être un petit peu plus visible. Et effectivement, après, au niveau de la qualité, il faut capitaliser sur le fait qu'il y ait actuellement dans le monde une pression qui soit importante, qui est mise par beaucoup d'acteurs, par la Commission européenne, par des grands fonds d'investissement comme BlackRock, etc., et tout un tas d'autres acteurs sur le fait qu'il faut produire du nickel qui soit plus vert. Le patron du London Metal Exchange, du LME, M. Chamberlain, a dit il y a quelques temps effectivement que bientôt il faudra que tout le nickel soit complètement tracé et qu'on ne pourra plus accepter de nickel d'origine douteuse. Je reviens sur le patron, M. Larry Fink de BlackRock, qui est quand même le plus gros fonds d'investissement du monde, avec pas loin de 8 milliards de dollars de sociétés dans son fonds, qui maintenant prend des actions contre les sociétés qui n'ont pas de plan RSE. Alors, ce n'est pas parce que tout d'un coup, ils sont devenus environnementalement très friendly, j'allais dire, c'est parce que, effectivement, sous la pression internationale, des amendes tombent, des clients annulent des commandes, etc. Et donc, la politique RSE a un vrai impact. La Commission européenne. Ouais. Et donc, il faut capitaliser là-dessus. La Calédonie est bien placée. Ok, donc du coup, la question qui se pose, moi j'en vois déjà une. Ceux qui s'intéressent un petit peu au nickel, et je sais que c'est votre cas et le cas des personnes avec qui vous avez travaillé, on voit souvent arriver des comparatifs de coûts de production. On parle de cash cost. Et donc on voit un petit peu, entreprise par entreprise, à l'échelle mondiale, la comparaison des coûts de production. Inévitablement, nos concurrents, ça s'appelle... c'est des entreprises qui sont situées en Indonésie, aux Philippines, ou alors des coproduits dans d'autres pays. Est-ce que demain, concrètement, la Nouvelle-Calédonie pourrait produire le même comparatif, mais avec des standards RSE, pour savoir si, non pas à l'échelle d'une entreprise, mais à l'échelle d'un pays, le nickel calédonien est plus vertueux? Alors, j'ai envie de me retourner vers vous d'abord, Hubert, et puis après, Michael, je vais me retourner vers vous parce que vous venez de parler à l'instant du fonds. Et la question de comment les fonds investissent leur argent est une question reliée à cette question-là, justement. Hubert Géraud, est-ce qu'on peut faire un comparatif international RSE pour positionner la Nouvelle-Calédonie sur cette carte?
Ça demanderait, alors c'est très intéressant, nous on a effleuré le sujet en termes de benchmarking des pratiques RSE au niveau international. Ça aurait demandé un travail beaucoup plus conséquent, hein. Donc ça reste à faire pour pouvoir justement positionner la Calédonie sur ces dimensions-là. Mais il faut bien s'entendre en effet sur ce que l'on entend par RSE. Et est-ce que c'est la RSE seulement des entreprises? Et là j'ai challengé un petit peu plus large. Ou est-ce que c'est également la RSE du pays ou territoire qui accueille l'entreprise qui travaille? Et là, c'est aussi un des éléments qui est ressorti de notre réflexion, c'est que finalement, la RSE d'un pays ou d'un territoire, ça se traduit par ses outils réglementaires, ses moyens de son application et ses outils de vision stratégique. Donc, c'est tout à fait, en tout cas, le chantier, il est incontournable à nos yeux. Il y a un vrai challenge et de le réaliser. En termes Pour réagir à ce que vous venez de dire, je vous laisse continuer. Mais est-ce que ça veut dire que demain, on pourrait imaginer une campagne de communication internationale poussée par la Calédonie en tant que telle, globale, pour promouvoir ces pratiques dans le monde? Est-ce que c'est à ça que vous faites référence ou est-ce que c'est des choses plus corporate, c'est-à-dire des campagnes de presse avec la presse spécialisée, le Metal Bulletin, etc. Vous pensez à quoi aujourd'hui? Je ne suis pas un spécialiste de la communication. Je pense qu'avant de communiquer, mais en effet, une fois que le travail est fait, il faut le faire connaître. Il faut communiquer et en étant crédible, donc en ayant fait le chantier en amont. Et il y a deux aspects extrêmement importants. En tout cas, on a vu, nous, dans notre cadre de travail, qu'il y avait des cadres RSE sur les dimensions sociales et sociétales qui manquaient. Par contre, sur l'environnement, les acteurs, les parties prenantes estimaient que c'était plus important. Il n'en reste pas moins qu'il y a deux gros chantiers. Alors, j'ai exprimé celui sur l'enjeu de réduire l'empreinte biodiversité et eau de ce secteur, qui est assez considérable, hein. Ne serait-ce que pour l'eau, on a 600 km de cours d'eau engravés du fait de l'activité minière sur la Grande Terre. Donc, c'est un véritable sujet, mais également sur la note carbone, on doit être davantage crédible pour pouvoir communiquer sur le sujet si on engage le secteur mini-métallurgie vers les énergies renouvelables. Et on ne peut pas aller vendre du nickel pour la transition énergétique mondiale si on le fait avec du charbon. Donc c'est relié au changement énergétique. Il y a une question de cohérence. Et une cohérence pour qu'il y ait vraiment aussi un socle commun d'acteurs en Calédonie qui soit dans le confort de reconnaître que là, on est dans le bon chemin. Voilà. C'est intéressant. Alors, j'ai envie de parler de la question du fond, parce que là, on est dans la solidarité intergénérationnelle. Si on faisait cet acte-là aujourd'hui, ce serait sans doute bénéfique demain. Le fonds norvégien, alors on cite souvent celui-là comme fonds de référence. Il faut savoir que c'est un fonds souverain absolument colossal, hein, dossier sur le pétrole et le gaz de la Norvège, sélectionne ses placements justement par rapport à ces critères d'acceptabilité, de durabilité. Donc, il y a des choses qui sont blacklistées, qui sont interdites de financement par ce fonds. Est-ce que, si on fait un parallèle avec nous, la Nouvelle-Calédonie, on pourrait envisager des démarches comparables? Donc, par exemple, soit en termes d'investissement de fonds, soit en positionnement, soit dans les objectifs de ce fonds qui contribuerait à ce nickel vert. Nickel jamais. Est-ce qu'aujourd'hui on est assez mûr pour penser ça, ou est-ce que ça demande un travail de vision plus longue qui n'a pas encore été réalisé aujourd'hui? Alors, je pense effectivement que ça demande un peu plus de travail, parce qu'avant de répondre à la question comment on investit les fonds et où on les investit, il y a d'autres questions à se poser. C'est-à-dire déjà le dimensionnement du fonds. De quel montant on a besoin pour les générations futures? Ça va dépendre de la population, du montant qu'on souhaite réserver pour les populations futures. La question de comment abonder le fonds. Est-ce qu'on met une fiscalité nouvelle? Est-ce qu'on détourne une part de la fiscalité actuelle? Une fois qu'on aura répondu à ces questions, c'est aussi qui va faire les placements? Est-ce que ça sera fait directement par le fonds? Est-ce qu'on décide de passer par une fiducie, de déléguer ça? Donc, il y a toutes ces questions à traiter en amont avant de savoir où on va mettre les fonds. Et après, effectivement, l'endroit où on mettra les fonds va dépendre effectivement de la volonté qu'on a. Si on souhaite effectivement s'engager dans une démarche
de verdissement de la fiscalité ou du fonds, il est bien évident que on va privilégier des investissements sur des marchés qui répondent à ces attentes. Parce que les investissements peuvent se faire sur des placements, on va dire, où il n'y a pas de risque. On peut avoir des placements un peu plus risqués, puis on peut investir dans des entreprises et prendre des parts de participation et de capital dans certaines entreprises. Donc, on peut tout à fait imaginer que les prises de participation se fassent uniquement dans des entreprises qui sont vertes, entre guillemets, en tout cas qui ont des pratiques vertueuses. Alors, justement, sur la question des pratiques, il y a une petite question. En fait, j'ai encore trois questions avant qu'on se dirige tout doucement vers les questions. J'en ai déjà vu quelques-unes arriver que je vous poserai et que je vous soumettrai. La première que j'ai envie de vous poser, c'est la question de la gouvernance. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a entendu Rabel Capapé qui a très clairement dit, c'était très tranché, il dit le pouvoir politique ne doit avoir aucune marge discrétionnaire sur la destination du fonds. Donc en clair, ce qu'il dit, c'est vous mettez l'argent dans le fonds, vous faites un pacte général qui permet de dire à quoi ça servira en toute clarté, et plus personne ne peut toucher à la boîte avant le temps déterminé pour mettre en place l'action. Est-ce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet qui... Est-ce qu'on est mûr pour avoir ce niveau de gouvernance-là? Est-ce que c'est faisable? Tout à l'heure, on entendait Dominique Lefebvre nous dire que peut-être il faudrait aussi avoir des ressources extérieures avec des cabinets qui pourraient mener des études. Est-ce qu'on a toutes les ressources chez nous? Ou est-ce qu'il va falloir qu'on ait besoin d'aide sur ces sujets-là? Peut-être Michael jamais, mais ça concerne également la question du guichet unique ou de la formation, par exemple. Alors, est-ce qu'on est mûr? Oui, il n'y a pas de raison qu'on soit moins mûr que certains autres pays. Donc, d'autres pays ont réussi à le faire, nous, on peut tout à fait le faire. La question de l'accompagnement, bien évidemment, comme c'est quelque chose de nouveau, il paraît tout à fait judicieux de se faire accompagner par des experts, comme M. Capapé, par exemple. Hein, c'est effectivement pour déterminer quel mode de gouvernance on veut. Maintenant, ce qui est important, c'est que le jour où on créera un fonds, c'est vraiment de travailler sur la transparence du fonds. Et notamment d'adhérer peut-être au principe de Santiago, c'est-à-dire l'accessibilité au public au niveau des informations détenues par le fonds, des rapports publiés de façon annuelle, qu'est-ce qu'on fait des fonds, comment sont utilisés les fonds, avec un vrai organe de surveillance par ailleurs. Donc tout ça va définir aussi les modalités de gouvernance du fonds. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas de raison que la Calédonie soit pas mûre pour assurer une bonne gouvernance de son. Intéressant. Même question sur les formations, rapidement, parce que sinon après on va déborder. Pascal Velasco, est-ce qu'on est mûr aujourd'hui pour lancer, on a beaucoup parlé de filière d'avenir hein, depuis le début. Alors, on a compris dans la table ronde précédente que c'était pas aussi simple que de le dire et que ça prend un gros investissement et que vous, de votre point de vue, aujourd'hui, on peut commencer le chemin vers ce sujet-là. Il le faut, pardon, il le faut, hein, parce que sinon tout ce qu'on a pu dire sur la gestion du temps, ça n'a pas de sens. Effectivement, après, il faut des données. Et c'est pour ça que le travail, en partie, moi j'estime, enfin nous on estime dans notre groupe qu'il y a du travail encore à faire, justement pour affiner les données, pour voir comment on se dirige et comment on gère dans ce temps toutes les opérations qu'il y a à faire. Et je crois que c'est une nécessité de continuer et de pouvoir recueillir des données. Alors, effectivement, on parlait du guichet unique. Alors, je ne sais pas s'il doit être dans un secteur plutôt que dans un autre, etc. Mais en tout cas, ce que disait M. Lefebvre est très intéressant, c'est-à-dire que ça rejoint un petit peu nos observations. Il faut que ce soit très opérationnel. Si ce n'est pas opérationnel, ça ne servira à rien. Ça sera qu'une unité de plus cumulée à d'autres choses. Et je crois qu'effectivement, il faut que les professionnels soient acteurs de ce guichet unique en définissant les objectifs et comment on peut l'évaluer aussi à un moment donné régulièrement. Parce que sinon, ça sera inefficace. Ça sera qu'une mesure supplémentaire. Mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut commencer à y travailler pour être opérationnel. Donc on parle encore de gouvernance, hein, c'est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Vincent Ménard, sur les retombées économiques aujourd'hui, c'est quoi la suite? S'il y a une suite? Oui, alors comme je le disais précédemment, l'étude de l'ISEE concerne uniquement le secteur public, le secteur privé, pardon.
et n'est pas allé complètement au bout du secteur privé. Donc là, ce serait bien de pouvoir compléter. Une fois de plus, l'étude il y a eu peu de temps pour la faire, donc c'est tout à fait normal. Donc il faut continuer à évaluer. On est arrivé sur à peu près 15 000 personnes là, qui travaillent dans le secteur privé. Il y en a certainement dans le secteur public et les autres secteurs privés. Il y a peut-être à peu près encore 10 000 personnes encore qu'on peut entre guillemets pas aller chercher, mais identifier. Donc là, il faut terminer ça. Après, sur les études, ce qui était aussi très intéressant, c'est le facteur vraiment social, évidemment, qui est ressorti de l'étude de l'ISEE. Moi, j'étais heureusement surpris. C'est quand même dans le secteur du nickel, c'est quand même plus d'un emploi sur deux qui est occupé par des Mélanésiens, ce qui est une très bonne chose en termes d'insertion, d'ascenseur social. En termes d'ascenseur social, j'ai été aussi surpris d'apprendre que dans la moyenne des secteurs, c'est un cadre sur 10 qui sont occupés par des Mélanésiens, alors que dans le nickel, c'est 2 cadres sur 10. Donc ça joue aussi un facteur d'ascenseur social qui est important. Donc là, actuellement, on a quand même quelques questions sur la jeunesse, etc. Moi, je trouve que le nickel a un rôle à jouer potentiellement phénoménal. On parle des fois pour la jeunesse du RSMA, etc. Moi, j'ai envie de dire, effectivement, le centre de formation des mines a certainement un facteur, un rôle à jouer qui peut être extrêmement intéressant. Donc, ça permettrait comme ça de développer l'économie du nickel, de jouer un rôle social qui serait très important. Donc là, il faudrait, quand on parle des études aussi, avec l'avènement des véhicules électriques, avec tout ce qui est Green Deal, etc., qui est discuté beaucoup actuellement, c'est mettre à jour un petit peu notre stratégie, notre doctrine nickel pour capitaliser dessus au maximum. Il y a vraiment des grosses opportunités, il faut appuyer à fond actuellement. Donc là, on sait par où commencer. Il y a quand même beaucoup de sujets. Moi, je vais finir par les questions plutôt. J'en ai 2 ou 3, et puis j'ai une dernière question à vous poser avant de céder la parole au président du gouvernement pour une conclusion. J'ai une question qui parle de GPEC. Donc Pascal, encore pour vous. Sébastien qui nous demande si le groupe a fait un mapping des outils de recueil des besoins par rapport aux outils de formation. Est-ce que vous avez pu faire un mapping? Donc, est-ce que vous avez centralisé en fait les outils de recueil des besoins par rapport aux outils de formation? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ça a été un peu plus compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'effectivement, les professionnels, alors très certainement, on a été dans une période un peu compliquée pour les professionnels. Les retours d'informations ont été parcellaires. Effectivement, au niveau méthodologie, on a essayé de joindre, envoyer des questionnaires pour avoir des retours. Et c'est vrai qu'on a eu des retours assez parcellaires. Donc, on s'aperçoit que la GPEC en particulier, dans certaines entreprises, elle est, on va dire, balbutiante, on va dire, ou organisée d'une certaine façon. Il y a des secteurs, il y a des entreprises où ça n'existe pas, on va être très clair aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de GPEC de secteur, c'est d'avoir des méthodes de recueil de besoins communs aussi, parce qu'on s'aperçoit que chacun un peu a sa façon de mener sa GPEC. Alors, c'est des stratégies d'entreprise aussi, chacun peut avoir sa stratégie, mais effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir une méthodologie commune et avoir vraiment une photo de besoins du territoire en matière de GPEC sur ce secteur-là, et ça permettrait vraiment d'être beaucoup plus efficace et de faire des économies aussi. Merci Pascal. J'ai une question pour Hubert. Hubert, Sébastien vous demande, encore Sébastien, vous avez parlé de perte de 90% de forêt. On vous demande de quel type de forêt il s'agit. Alors, réponse courte, parce qu'on est un peu à côté du... Mais voilà, si vous pouvez nous donner un éclairage là-dessus, pour Sébastien. Non, on a différents types de forêts en Calédonie et on a donc des forêts sèches, des forêts humides, pour faire simple. Et sur les sols miniers, on a, du fait de la géologie, des forêts uniques au monde. Et sur ce qu'il existait il y a 3000 ans, il reste 10%. Et donc, d'où l'enjeu de savoir où est-ce qu'on mine et où est-ce qu'on ne mine pas, parce qu'on considère qu'il y a d'autres ressources, d'autres valeurs, biodiversité, eau, culture, qui priment sur le nickel. Et ça donnera d'autant plus de crédit au nickel que de dire, voilà, on va aller creuser là, par contre, on n'ira pas là. Et ça donnera une cohérence territoriale et une cohérence internationale pour le promouvoir.
Donc là, on est à la fois dans l'objectif d'acceptation sociale au niveau de la Calédonie, mais également internationale. C'est ça que vous nous dites. Ah, carrément, oui, oui, tout à fait. Alors, question. Alors, Dominique, malheureusement, Dominique Lefebvre a dû quitter cette réunion. Il avait une réunion juste après qui était importante, donc il n'est pas là. La question qui avait été posée, je ne sais pas si vous pouvez répondre, par Fleur, qui nous demande si finalement le fait de faire appel à des cabinets indépendants pour traiter des demandes d'autorisation pour pallier à la carence de l'administration n'est pas un problème du point de vue du conflit d'intérêts. En gros, la question, c'est est-ce que c'est vraiment la solution et est-ce qu'on peut faire confiance à un cabinet international? Ça, c'est la première partie de sa question. Deuxième partie de la question, c'est est-ce que la situation ne serait-elle pas plus saine si les collectivités calédoniennes ne faisaient pas de business avec le nickel? Là, on entend beaucoup de choses dans cette question. Je ne sais pas par qui j'ai envie de commencer. Peut-être, j'ai envie de dire que c'est une question quand même très guichet unique. Là. Je ne sais pas trop qui posait cette question. Quelqu'un se sent ou... Non, compliqué, hein, parce qu'on est vraiment sur le guichet. Moi, Hubert, peut-être? Vas-y, ouais. On t'entend pas, faut que tu allumes ton micro. On n'entend pas ce que tu dis. Désolé, juste sur la deuxième partie de la question, je n'ai pas de compétences sur le guichet unique. Par contre, il est clair qu'on arrive dans un enjeu important où finalement les collectivités deviennent de plus en plus juges et parties sur la question de la gestion du nickel, de ses impacts environnementaux, en même temps de l'optimisation de son revenu. Et de fait, eh bien, c'est un vrai sujet qu'il va falloir aborder sans aucune peur ou quoi que ce soit, mais si on veut de la vertu dans le secteur, de la transparence, il faut qu'il y ait des outils pour assurer une bonne gouvernance dans les choix de gestion environnementale, sociétale, tout en optimisant la rente nickel. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, quelque part dans les questions de Fleur et dans les sujets qui ont été abordés dans au moins 2 tables rondes sur 4, il y a quand même la notion de concurrence entre les collectivités autour du nickel. Ce qui est quand même paradoxal de faire concurrence entre nous sur ces sujets-là, même si on peut comprendre les raisons qui les sous-tendent. Alors, une question très rapide. Vincent Ménard, l'étude de l'ISEE est-elle disponible pour le grand public? Donc, en gros, sera-t-elle présentée Alors, ma compréhension est que oui. Alors, peut-être une fois de plus, comme l'étude a été faite assez rapidement, il y a déjà eu quelques commentaires qui ont été faits. Il y a des chances qu'ils fassent quelques petites corrections avant de la sortir, mais il me semble que oui. Alors, petite question aussi là pour la partie organisation qui me concerne. Le Nickel NC, c'est pas seulement le nom d'initiative, c'est également le nom d'un site internet sur lequel chaque groupe a vocation à déposer les documents qu'il a à sa disposition. Ça, c'est une partie. Donc, chaque groupe ayant une méthodologie différente, il y aura des synthèses, des fois c'est des présentations, des notes. Il y a vraiment des formats très différents, mais on a laissé chaque groupe libre jusqu'au bout. Donc, il y a des espaces réservés à ça. Donc, chaque groupe a un dossier. Et c'est également un lieu où, sous réserve de l'acceptation des différentes administrations, je vous parlais tout à l'heure d'une vingtaine, trentaine d'études différentes qui existent, qui n'avaient jamais été centralisées. Nous les avons centralisées et nous attendons d'avoir les autorisations des propriétaires de ces études pour pouvoir les partager dans un seul et même endroit, ce qui n'avait pas encore été fait. Donc ça fera partie de la réponse. Avant de donner la parole à Thierry Santa, j'ai envie de faire un petit tour de table rapide à chacun d'entre vous et de vous poser une question simple. Que va-t-il rester dans votre parcours de pilote ou au nom de tous les pilotes de votre groupe de Nickel NC dans ce qui a été fait depuis des mois? Est-ce qu'il va rester quelque chose déjà? Et si oui, quoi? Peut-être on va aller dans l'ordre des groupes. Hubert Géraud sur la question de la RSE. Très rapidement, je pense déjà à un saut culturel. On a, nous aussi, beaucoup appris sur la question et je remercie tous les gens, aussi tous les experts qui ont participé aux échanges et les parties prenantes. Et deuxième élément, eh bien, ça nourrit la confiance sur le chantier. Parce que finalement, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes filtres d'appréciation du sujet. Mais il n'empêche, on voit l'intérêt de confronter les points de vue pour construire quelque chose qui soit véritablement sur une trajectoire plus soutenable pour la Nouvelle-Calédonie. Merci Hubert. Sébastien Lafargue, dans le groupe Optimisation Ressources et Réserves, oui, vous restera quoi de Nickel NC? Nous,
moi, je vois ça comme le point de départ d'un débat un peu plus grand public sur l'avenir du nickel en Nouvelle-Calédonie, sur la place que le nickel doit avoir sur le territoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très intéressant que tout le monde puisse participer à ce débat-là. Maintenant, il va falloir que ça débouche sur effectivement une vraie vision à long terme pour le territoire qui sera menée évidemment par les politiques sur qu'est-ce qu'on veut faire du nickel en Nouvelle-Calédonie, quelle doit être sa place. Et j'espère derrière tout l'arsenal, tous les outils, toutes les actions qui iront dans ce sens-là et qui auront vraiment pour objectif d'atteindre cette vision et d'atteindre ce but. Merci Sébastien. Pascal Velasco, dans le groupe Développement des compétences, même question. Ouais, moi, je dirais que ça a été très intéressant et c'était très intéressant. Ça donne une vision très périphérique avec des angles de vue complètement différents. Hein. On tourne autour, mais ça permet aussi de voir que ça peut être très complémentaire en fait. Même si on n'est pas forcément d'accord sur certaines visions, ça permet de détecter des pistes de complémentarité. Et c'est en ça que je trouve effectivement que c'est vraiment très intéressant parce qu'on a appris aussi beaucoup de choses. Merci Pascal. Michael Jamet, sur le groupe du Fonds pour les générations futures. Alors, sur la problématique du fonds, hein, uniquement, le constat qui peut être fait, c'est qu'il reste énormément de travail à faire avant d'arriver à constituer un fonds. Ça, c'est le constat. Après, je partage l'avis des autres intervenants, c'est que le mérite de ce Nickel NC, c'est d'avoir partagé un socle commun de connaissances et d'avoir eu des approches totalement différentes. Et de voir quels sont les ponts entre ces différentes visions. Donc ça, c'est plutôt très positif. Après, d'un point de vue plus fiscal, si je mets ma casquette de directeur des services fiscaux, la démarche RSE est extrêmement intéressante dans l'idée d'un verdissement de la fiscalité, parce que c'est quelque chose dont on parle. Et effectivement, d'adapter une fiscalité aux entreprises, on va dire, vertueuses, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour l'avenir. Merci Michael. Vincent Ménard, le groupe sur les retombées économiques des activités minières et métallurgiques. Même question, que restera-t-il de Nickel NC? Alors, moi, ce que j'espère, c'est vraiment qu'on puisse s'appuyer sur cette dynamique qu'a pu susciter Nickel NC. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont sorties intéressantes. Je pense qu'on est là vraiment, il y a un vrai train à prendre qui peut-être qui se présente rarement avec un saut technologique des véhicules électriques qui est là, avec justement cette pression et tout cet engouement autour du green nickel. Il faut absolument capitaliser dessus en produisant plus, en produisant mieux et aussi en améliorant comme ça l'insertion sociale. Donc c'est vraiment la dynamique que je trouve intéressante de Nickel NC, mais maintenant il faut vraiment capitaliser derrière, faire des plans d'action et continuer. Ouais. Bon, il me reste à vous remercier toutes et tous, les 20 pilotes, mais également toutes les organisations qui ont participé, les personnes qui nous ont suivis. Je vais céder la parole à Monsieur le Président du gouvernement pour une conclusion. J'imagine que vous avez suivi nos débats avec intérêt. Il y a même eu quelques petits appels aux politiques. Monsieur le Président, je vous en prie. Merci Jean-Marc. Je me joins bien sûr à tes remerciements adressés à tous les pilotes qui ont travaillé ces mois passés, cette année quasiment passée, sur le sujet, ainsi qu'à tous les groupes qui ont participé. Peut-être un petit message aussi de remerciement à toi, Jean-Marc, et à Virginie, au cabinet stratégie. Et je n'oublie pas ma collaboratrice, Corinne, qui est avec moi ce matin, qui a écouté tout ça avec beaucoup d'intérêt également. Sincèrement, j'ai le sentiment qu'on a atteint l'objectif que nous étions fixés avec ce socle commun, tout simplement par la création de ce site que tu as évoqué, Jean-Marc, nickel.nc, qui va, à mon sens, va devenir ce fameux socle commun de connaissances, même si j'ai bien compris dans la dernière séquence, il y a encore des choses à apporter, des informations complémentaires à apporter. J'espère sincèrement que le 17e gouvernement maintiendra cette dynamique, comme le disait M. Ménard à l'instant,
qui a été lancé. J'espère vraiment que ce socle continue à s'alimenter et à grandir. J'espère que nos responsables politiques que nous sommes, les responsables politiques que nous sommes, vont consulter ceci. Tous n'ont pas participé à ces 2 journées de restitution. Maintenant, tout ça va être à disposition sur le site, que tout le monde va pouvoir s'en imprégner pour demain réfléchir à cette fameuse stratégie nickel à laquelle nous aspirons tous. J'ai bien entendu, et c'est vraiment quelque chose, je crois, qui symbolise la démarche, que chacun a été satisfait de cette mise en commun de connaissances. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que beaucoup étaient experts dans leur domaine respectif, mais le simple fait d'avoir mis toutes ces personnes autour d'une table a permis de partager cette expertise, finalement, y compris entre vous, les pilotes, les parties prenantes. Et ça, j'ai l'impression que ça a été apprécié. Et c'est vraiment, c'était l'objectif peut-être central de ma volonté quand j'ai lancé cette démarche. C'était justement de mettre tout le monde autour de la table, y compris avec des opinions différentes, hein, comme l'a si bien dit un des pilotes, plusieurs, même pilotes à l'instant, de pouvoir mettre les gens finalement autour d'une même table, même avec des idées différentes. C'est finalement le partage de ces idées qui peut-être peut faire avancer les choses dans la matière. Donc je disais, hein, le sentiment d'avoir atteint l'objectif fixé de ce socle commun, même s'il reste encore à compléter. Le sentiment également d'avoir atteint l'objectif d'une meilleure connaissance du nickel calédonien au niveau international. On a eu la chance d'avoir des interventions de personnalités quand même de compétences exceptionnelles. Hein. Je parle de M. Redon, bien sûr, mais aussi de M. Capapé ce matin. Et ce socle commun va aussi servir à alimenter cette connaissance du nickel calédonien au niveau international. J'ai bien entendu les observations sur maintenant les choix qui devront être faits politiques. Et là-dessus, on est tous d'accord. J'espère que ces choix, maintenant qu'ils sont peut-être mieux éclairés que ce qui a pu être le cas jusqu'à maintenant, seront les meilleurs pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Merci encore, merci à tous pour tout le travail qui a été fourni, et tout cela bénévolement, je le rappelle encore, aux autres auditeurs. Vraiment, merci à tous. Merci, Monsieur le Président, et rendez-vous sur la page Facebook où ceux qui ont raté l'interview de Rabiel Capapé pourront la voir avec, encore une fois, toutes nos excuses. Merci beaucoup.